Bienvenue sur le cours de F6KGL. Donc ce soir c'est un cours particulier, déjà c'est la dernière séance de la saison 10 et ce soir on va voir des examens blancs, deux examens blancs plus précisément, un sur Android et le deuxième sur la version web d'examen. Je vais vous présenter déjà les différents outils qui vous permettent de vous préparer à l'examen. Alors premièrement, le déroulement de l'examen, le déroulement en lui-même. Donc je rappelle quand même que la NFR nous avait informé qu'ils avaient réparti la base de données des questions tant en réglementation qu'en technique en 10 familles plus ou moins homogènes, donc 10 familles de questions en réglementation et 10 familles de questions techniques. Alors autant en réglementation c'est relativement simple à trouver ces 10 familles, autant en technique c'est un peu plus compliqué. Alors à lire certains comptes rendus, on a l'impression que ce système de famille a été abandonné par la NFR, mais voilà, dans quelques comptes rendus récents, on retrouve un petit peu l'esprit de ces 10 familles. Alors est-ce que c'est débranché de temps en temps, ou est-ce que maintenant la NFR a tendance à mélanger un petit peu les questions dans chacune des familles? Aucune idée. Enfin, voilà l'idée. En tout état de cause, le logiciel examen, on continue ce système de 10 familles, alors que nous avons défini nous, mais qui peuvent être un peu différentes par rapport à celles qu'a retenue la NFR, évidemment. Puisque, bien évidemment, la NFR n'a pas communiqué sur quelles étaient ces 10 familles. Il y a d'abord l'épreuve de réglementation et tout de suite à la suite l'épreuve de technique. Et vous ne connaissez le résultat qu'à la fin. Donc voilà, restez concentrés jusqu'à la fin des deux épreuves. Et ça ne sert à rien d'attendre le résultat de la réglementation puisque vous ne le connaîtrez qu'à la fin. Petit rappel, le calcul des points a été modifié en juin 2021, donc ça fait maintenant plus de 2 ans. Auparavant, il y avait un calcul assez compliqué avec un point négatif en cas de mauvaise réponse. Maintenant que l'on ne réponde pas ou qu'on le réponde une mauvaise réponse, ça fait 0 point. Si bien que la moyenne pour valider une épreuve, il faut avoir répondu correctement à 10 questions sur les 20. Voilà, donc ça reste la moyenne. Et quand on va voir les questions qui sont posées, trouver 10 questions pour lesquelles on a la réponse, ça reste quand même assez facile, même si évidemment il y a un peu de boulot. Les logiciels d'examen, alors quand on parle des logiciels d'examen, en fait, c'est la même base de données qui est utilisée dans 3 versions. Une version Windows qui existe depuis très longtemps, puisque créée en 2008. Auparavant, c'était une version DOS. Voilà, et donc en 2008... quand l'examen est passé sur ordinateur, jusqu'en 2008 c'était sur Minitel. Donc en 2008, quand l'examen est passé sur ordinateur, eh bien F5AXG qui avait créé la version DOS a sorti une version Windows. Et c'est donc cette version Windows qui continue d'exister. 2018, il y a une version full web qui est développée par Valentin, on va en parler un peu plus tard. Voilà, et donc c'est la version web. Et en 2020, c'est Maxime F4IQN qui sort une version Android. Voilà.
Évidemment, chaque version a sa propre fonctionnalité, a ses propres fonctionnalités, mais elles ont toutes la même base de données, donc à la fois la même image pour présenter la question et les mêmes réponses et le même corrigé quand il y a besoin d'un corrigé. Ces trois versions, elles sont disponibles sur notre site internet où vous allez alors je vais faire un petit zoom là. Voilà. Donc si vous allez sur les cours, vous avez un menu déroulant et vous allez sur la dernière option là, et c'est un lien qui vous emmène directement sur la page examen de notre site internet. Et sur cette page, vous avez donc tout ce qu'il vous faut, enfin il y a les trois logiciels qui sont disponibles. La version Windows d'examen, alors c'est une version qui est donc c'est l'original, je dirais, qui est donc disponible sur ce lien, sur lequel vous avez aussi les autres versions disponibles. Il faut savoir que René F5AXG, qui avait développé ce logiciel, est décédé en septembre 2013, ça va faire 20 ans là, 10 ans pardon. Voilà. Le problème, c'est que René est parti, mais il ne nous a laissé aucune trace, aucune source de son logiciel. Voilà, c'est un peu dommage parce que de ce fait, ce logiciel qui était donc développé sous WinDev, eh ben, on n'a pas pu le mettre à jour avec les dernières nouveautés, notamment le calcul des points. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que c'est une version qui va malheureusement être amenée à disparaître, puisque voilà, déjà WinDev, donc le système qui a permis de générer ce logiciel, c'est plus trop ça fait plus trop moderne. Voilà. C'était bien parce qu'on n'avait pas besoin de connexion pour ça. Et voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de connexion, effectivement. Voilà. Bon, ça n'empêche que la base de données, même si le logiciel n'évolue plus, la base de données, je continue à l'alimenter. Parce que René m'avait laissé la possibilité de créer des questions complémentaires et de les modifier. Donc voilà, j'ai accès à la base de données, mais je n'ai pas accès aux sources et donc faire des modifications dans le logiciel lui-même. Donc si vous voulez installer Examen pour Windows, alors je vous conseille quand même de télécharger la notice d'installation avant, qui vous explique comment on fait. C'est simple, mais voilà, il faut le faire quand même. Et surtout, ça vous donne la manière d'utiliser le logiciel. Et puisque le logiciel, pour l'installer sur un PC, il faut d'abord installer le programme, proprement dit, puis après la base de données. Et éventuellement, mettre à jour ce fichier de base de données quand il y en a une nouvelle, et j'en mets à disposition une à peu près tous les trimestres. Voilà, donc c'est relativement simple, mais voilà. Ensuite, on a la version web. Alors, version web, il faut savoir que rien n'est installé sur votre PC, tout reste sur le web, si bien qu'il vous faut systématiquement une connexion Internet pour pouvoir utiliser cette version. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui est reproché, puisqu'il faut avoir une connexion Internet, alors que si vous êtes à la maison avec un Wi-Fi, enfin, ou votre abonnement Internet, ça fonctionne, mais si vous êtes un peu nomade, c'est un peu plus compliqué.
Donc ici vous avez l'adresse, vous remarquez que c'est hébergé par le REF. Voilà. Et j'ai mis une notice d'utilisation ici sur la page examen du site internet. Et vous avez ici le lien si vous voulez télécharger directement, sinon ça existe aussi sur la page examen que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est la même base de données que la version Windows. Le corrigé, ça va fonctionner de la même manière. On peut voir la progression et garder en mémoire les questions qui vous ont été posées. Alors attention, c'est une application full web, mais elle utilise votre historique de navigation pour mémoriser les données, donc les scores, les questions à problème, etc. Rien n'est sur le cloud, donc rien n'est sur le serveur du REF, mais en fait c'est dans des cookies entre guillemets, et donc ça reste dans votre historique de navigation. Et évidemment, si vous effacez votre historique de navigation, bah, vous n'avez plus rien. Voilà. Bon, c'est pas non plus très grave, mais voilà, si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre progression, etc., et garder en mémoire les questions qui vous ont été posées, bah, du coup, vous l'aurez pas. Et depuis 2 ans maintenant, on a un nouveau module dont on parlera tout à l'heure quand on vous présentera la version web, qui permet de choisir une série. Et donc on choisira une série justement tout à l'heure, et éventuellement vous pouvez le faire aussi de votre côté. La série sera la même pour tout le monde, ce qui permet comme ça à des groupes de s'entraîner en choisissant une des 198 séries préparées. Alors il y a 99 séries de réglementation et 99 séries de technique. Tu fermes la porte peut-être? Donc la dernière série, dernier logiciel, c'est la version Android qui a été développée par Maxime en 2020, qui est donc disponible. Vous tapez examen sur Google Play et vous tombez dessus automatiquement. L'avantage, c'est que du coup vous n'avez pas besoin d'une connexion internet. Enfin, tout au moins vous avez besoin de la connexion internet pour télécharger le logiciel et la base de données, mais une fois que c'est fait, vous êtes autonome. Voilà. Alors attention toutefois, on va le voir tout à l'heure, c'est que dans le corrigé, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur cours qui vous renvoie sur le cours en ligne de F6KGL. Et ça, du coup, ça va aller chercher sur Internet. Et attention, parce que c'est assez lourd. Voilà, le fichier il fait quelque chose comme 15 mégas, je crois. Donc voilà, faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'on clique dessus, il y a 15 mégas qui viennent. Voilà. Mais on verra comment ça fonctionne tout à l'heure. Alors. Et puis une fois que vous avez passé l'examen, et que vous avez réussi l'examen, j'espère, vous pouvez m'envoyer un compte-rendu à mon adresse perso que vous allez trouver un peu partout, ou sur le site ou l'adresse du Radio Club, que cette adresse je la lis régulièrement, et ça me permettra de mettre à jour le logiciel examen et éventuellement de rajouter des questions dans la base de données, puisque je le rappelle, je ne l'ai pas encore dit, mais la NFR ne communique pas du tout sur les questions qui sont posées. Elle considère que c'est top secret. Donc la seule manière d'avoir à jour une base de données pour examen, c'est de récupérer régulièrement des comptes rendus et les plus complets possibles,
afin de créer de nouvelles questions, celles qui n'auront pas été encore recensées dans la base de données. Donc à la dernière mise à jour d'examen, donc au 1er juillet, on avait quand même 824 questions qui avaient été recensées en technique. Et voilà, donc ça quand même... alors il y a plus de 824 questions dans la base de données examen, parce que j'ai des questions en plus de mon cru, et j'ai aussi les questions qui sont sur le logiciel de présentation de la NFR pour l'examen. Il doit y avoir en tout une cinquantaine de questions de technique qui donc ont été rajoutées. Voilà, donc dans la base de données technique, il y a grosso modo 1500 questions, 1300 par là, et donc ces 1300 questions, voilà d'où elles proviennent. Donc la majeure partie provient quand même des comptes rendus d'examen, mais pas que. Et évidemment, pour pouvoir créer une question, il me faut le maximum d'informations, c'est-à-dire quand il y a un schéma, description du schéma, essayer la question la plus précise possible, et si c'est possible, alors quand ce sont des questions avec des chiffres, des valeurs, je sais calculer des valeurs et avec des formules qui sont fausses, ça c'est bon. Mais si c'est des questions de littérature comme on va voir, c'est un peu plus compliqué, et donc il me faut les questions qui sont fausses, les réponses pardon qui sont fausses, et voilà, et avoir une idée un peu de la manière dont l'ANFR a présenté la question précisément, pour coller au plus à la réalité de l'examen. Et on remercie au passage tous ceux qui ont déjà contribué à l'alimentation de cette base de données. Donc les trois versions sont utilisées, les trois versions d'examen sont à utiliser sans modération. L'objectif, c'est au moins d'avoir 13 sur 20 à chaque épreuve, 39 sur 60 pour la version Windows, puisqu'elle est restée encore avec l'ancien mode de calcul, et puis être en pays de connaissance le jour de l'examen, sachant quand même que les versions Android et web ne sont pas exactement comme au jour de l'examen. Donc je vous conseille quand même d'aller une fois ou deux sur le site de la NFR pour lancer une présentation pour voir comment c'est dans la vraie vie. C'est très proche. Ça existe, ça, je ne savais pas. Ah bah si. Sur le site ANFR, il y a présentation du logiciel qui... alors la base de données, elle est très restreinte, hein. Donc il ne faut pas se fier à la base de données qui est présentée, mais au moins le logiciel, l'ergonomie est strictement identique le jour de l'examen. Et ce qui se rapproche le plus de l'ergonomie de l'examen, c'est la version Windows, puisqu'elle avait été faite pour ça. Et donc voilà. Il manque encore une version pour l'iOS. Bah voilà. Voilà, alors la version pour iOS, alors là il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait un Mac, un iPhone, puisqu'on a les sources, mais pour qu'on puisse le faire sur un Apple, enfin pour avoir une version iOS, il faut avoir un Apple, et pas un vieil Apple. Tiens, chez ma tablette que je viens d'acheter, des fois je suis sur la mer, mais je ne peux pas. Je fais mon téléphone, là, qu'est-ce que tu veux. Ah bah voilà. Ah bah non, il faut que faut que tu vois avec Maxime pour le faire, parce que c'est pour pouvoir mettre les logiciels sur la plateforme Apple, il faut avoir un Apple pour pouvoir le faire.
Non, c'est possible. Oui, bah, il suffit de le... Ouais, on attend toujours quelqu'un. On attend tout... Les sources, elles sont prêtes. Hein. Il n'y a plus qu'à. Eh ben, on y va. Donc, on va faire 2 séries. On va commencer par la version Android. Alors, si je merde pas. Alors, hop, hop. Hop. Alors, on est parti. La version Android, elle est là. Yes. Donc là, je vous ai mis alors un petit logiciel qui s'appelle SRC. Non, c'est comment que ça s'appelle ce truc-là SCR, pardon, CPY. Donc Screen Copy, qui est un petit bout de logiciel qui permet d'émuler un téléphone portable sous Android. Et donc j'ai Exama, mais j'ai aussi la calculette. Voilà. Alors, hop. Hop. Et je repasse sur Exama. Donc j'ai déjà préparé, vous voyez, la possibilité d'aller utiliser la calculette Android. Alors, je vous conseille quand même pour l'examen, même si beaucoup ont utilisé la calculette du téléphone, je vous conseille, au cas où l'examinateur serait pointilleux, d'avoir une calculette manuelle, bête. Voilà, parce que pour peu qu'on tombe sur un puriste, il va dire ah bah ouais, c'est pas possible avec la calculette d'un smartphone. Mais bon, donc on va vous montrer quand même avec la calculette d'un smartphone ce que ça donne. Alors, donc là, la version Android, la voilà. Alors là, je descends. Alors, est-ce que je peux descendre? Il faut que je fasse ça. Voilà. Donc en fait, vous avez rapidement, pour mettre à jour le logiciel, ici, 3 petits points, mise à jour des questions. Donc ça vous met à jour la base de données des questions à faire de temps en temps, au moins une fois tous les trimestres. Voilà. Les autres options, elles sont pas super intéressantes. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est quoi? Ah bah ça c'est le cours, ok. Donc ça n'a pas grand intérêt. Voilà, et donc après vous avez le choix des thèmes. Et donc là, ce sont les 10 familles de questions que l'on a définies comme des grands, hein, qui peuvent être évidemment, encore une fois, à la NFR différentes. Donc ça, c'est l'épreuve de réglementation. Et ensuite, ici, on a l'épreuve de technique. Là, évidemment, j'ai coché toutes les... est-ce que la souris marche aussi? On la voit, la souris? Non. Non, on ne voit pas la souris, donc il va falloir que je fasse attention parce qu'on ne voit pas la souris. Voilà, donc là j'ai toutes mes familles. Donc si je ne veux réviser que certains points, ben voilà, je retire ça. Voilà. Ça marche pas. Voilà, je retire, je rajoute, voilà. Ou je coche tout. Et si je coche tout, bah évidemment j'ai aussi la réglementation qui est cochée. Sinon je fais tout décocher et je coche uniquement la technique. Voilà. Donc technique, c'est la clé à molette, et réglementation, c'est l'espèce de bouquin. Voilà.
Voilà. Ce que l'on peut régler aussi, important ici, le nombre de questions, je le laisse à 20. Afficher les réponses, bah, je ne le veux pas. Donc je décoche. Et activer le compte à rebours, bah, je préfère avoir un compte à rebours plutôt que le chrono qui avance. Et le temps limite, j'ai mis 30 minutes, mais je peux aussi définir le temps que je veux. Donc là, j'ai pas d'option, il faut que je saisisse quelque chose. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à cliquer sur commencer et c'est parti. Alors, quelle est la fréquence d'un signal de longueur d'onde 12,5 cm? Alors là, donc, c'est la fréquence. Donc, la formule, c'est 300 divisé par la longueur en mètres. Donc, je reviens ici sur ma calculette. Je fais 300 divisé par ma longueur d'onde en mètres, donc c'est 0,125, puisque c'était 12,5 cm. Et donc c'est 2,4 10 puissance 3. Donc ma réponse, elle est en mégahertz, et donc ça me fait 2400 mégahertz ou 2 giga 4. Est-ce que j'ai 2 giga 4 dans mes réponses? J'ai 2 giga 4 dans mes réponses. Suivant. Alors, où se trouve l'impédance? Alors, on va peut-être passer de l'autre côté là. Alors, où se trouve l'impédance la moins forte dans un dipôle? Alors, l'impédance la moins forte dans une antenne dipôle, elle va se trouver, alors ça c'est pas, donc il y a en réponse au centre, aux deux extrémités, à l'extrémité droite, à l'extrémité gauche. Alors, autant vous dire que ces deux réponses-là, ça ne veut rien dire, parce que selon qu'on regarde dans un sens ou de l'antenne, ça ne marche pas. Donc on peut se dire aux deux extrémités, ça ne me semble pas trop ça, et l'impédance la moins forte, elle est au centre. Comment s'appelle un étage démodulateur de classe G3E? Alors ça c'est un truc tordu. Alors quand je vois une question numéro, enfin avec qui commence par 21, elle est de mon cru celle-là. Donc là j'ai mélangé à la fois de la réglementation et de la technique. G3E, ça c'est de la FM, téléphonie FM. Et un démodulateur de téléphonie FM, enfin, c'est même pas FM d'ailleurs, c'est une modulation de phase. Donc que ce soit phase ou fréquence, on va utiliser à chaque fois un discriminateur. Ça, c'est l'étage qui va permettre de démoduler ce que l'on appelle une modulation angulaire. Modulation angulaire, ça veut dire qu'on peut être soit en fréquence ou en phase. Et je clique sur suivant. Groupement de résistance. Alors, donc là, ici, j'ai une valeur de 6 volts. J'ai 3 volts 3 ici, et ici une résistance de 2,7 kΩ. Donc là, il va falloir que je trouve la valeur de la résistance là. Alors la logique c'est quoi? C'est que ici j'ai 6 volts et ici 3 volts 3. Donc ici sur ma résistance dont je connais la valeur, là je vais avoir 2 volts 7.
Si j'ai 2 volts 7 pour 2,7 kOhm, ça veut dire que j'ai 1 mA. I est égal à U sur R. U 2,7, R 2700, donc ça me fait donc 1 millième, et 1 millième c'est 1 mA. Donc pour avoir R, ici, c'est donc R est égal à U sur I, donc 3,3 divisé par 0,001, donc multiplié par 1000, et donc ça me fait 3300 ohms. Ça, donc là j'ai... Alors on peut le faire aussi de manière un peu plus intuitive, en se disant que si ici j'ai 2 volts 7, bah, on voit bien que ici je vais avoir 3,3 kOhm, puisque ma répartition de tension elle est proportionnelle à la valeur de ma résistance. Donc sans sortir trop de choses compliquées, je pense qu'on va, c'est assez facile à retrouver. Donc 3,3 kOhm qui n'existe pas, mais par contre j'ai 3300 ohms. Et ça me va bien. Alors, ici, donc ça c'est un pont de Wheatstone qui est équilibré ici, puisque j'ai I égale 0. Donc ça c'est équilibré. Est-ce que je peux agrandir ça de mon côté? Yes. Ah, je ne peux pas tellement plus l'agrandir. Donc là I égale 0. Donc ça c'est un pont de Wheatstone équilibré. Ce qui veut dire que mes résistances, là, elles sont proportionnelles entre elles. C'est-à-dire que proportionnelles dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Ici, je vois 4 kOhm, 8 kOhm. Donc ici, j'ai 2 fois plus qu'ici. Donc ici j'ai 7,5, ici je vais avoir 15. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Mais là, le rapport de proportion, il n'est pas aussi évident de passer de 4 à 7,5. Je ne sais pas par quoi je multiplie, mais bon. C'est plus facile dans ce sens-là, dans le sens horizontal. Et puis, d'autre part, je peux aussi utiliser la règle de... ce qu'on appelle le produit en croix. Et donc là, ça va être 8 multiplié par 7,5 divisé par 4. On va le faire à la calculette. Hop, voilà. C'est, donc je fais 8 multiplié par 7,5 divisé par 4 égale, et ça me fait bien 15. Ça me fait bien 15. Et quelque chose que j'avais vu de manière plus intuitive. Tension de seuil d'une diode de germanium. Alors ça, Andrea, tu dois savoir. Est-ce que 0,65, 0,3, 1 volt 2 ou 13 volt 8? Je suis complètement oublié. 1, 0,3. Mon doute est entre le premier et tout, en fait. Parce que je savais très Voilà. bien que ça ne peut pas être de 13 bits, ça c'est sûr. Alors, quel est le nom de la résistance ici marquée R? Comment s'appelle cette résistance? Est-ce que c'est la résistance d'équilibrage, la résistance de contre-réaction, la résistance de charge ou la résistance d'alimentation? Ça, c'est ce qui est donc sur la sortie. Ici, on a la broche de sortie, et ça, c'est la résistance de charge, ça s'appelle. C'est ce qui va permettre de générer ici une tension sur la sortie, et donc on récupère cette tension qui va permettre de déterminer la tension de sortie.
Des transformateurs maintenant. Donc un transformateur 220 volts en entrée, 1500 spires en entrée aussi au primaire, 100 spires au secondaire et une résistance de 500 ohms. Et on demande la tension au secondaire. Donc je rappelle, la tension elle va être proportionnelle au nombre de spires. Ici, il y a 15 fois moins de spires au secondaire qu'au primaire, donc il y aura 15 fois moins de tension. Donc si je fais 220 divisé par 15, est-ce que c'est pas plus simple? Hop, AC 220 divisé par 15. Voilà, 14667. Est-ce que j'ai ça? 14,7. Voilà, ça me va bien. Bande passante à moins 3 dB à la résonance. Alors là, ça fait partie des questions pas compliquées, non, faut le savoir. Alors la bande passante à moins 3 dB. Alors, la bande passante à moins 3 dB, comment ça marche? Alors là, il faut que je revienne dans dans le cours, ça va être beaucoup plus simple, parce que même moi, vous voyez, je ne le connais pas par cœur. Donc ça c'est la page 63 du cours. Alors, bande passante à moins 3 dB. Bande passante à moins 3 dB. On va passer gentiment. Parce que je sens que c'est un truc assez compliqué là. On va la passer celle-là, parce qu'il va falloir rechercher comment, enfin faire des recherches, des questions tordues comme ça. On a déjà pas mal répondu, donc c'est pas grave. Quelle est la pulsation d'un signal de 50 Hz en radians par seconde? Donc la pulsation, c'est 2 fois pi fois la fréquence, donc 628 fois la fréquence, donc 6 fois 50, ça me fait 300. Enfin, et donc je suis pas loin, avec 628 fois 50, ça me fait 314, et c'est bien des radians par seconde. Donc cette pulsation là, en fait, c'est une autre manière de définir une fréquence. On peut la définir en kilocycle, en kilohertz, mais aussi en radians par seconde. Et d'ailleurs, on aurait dû garder plutôt ça, puisque systématiquement, quand on utilise une formule, on va, enfin, notamment avec les bobines et les condensateurs, on va être obligé de passer par la pulsation. Donc si on avait défini au lieu d'avoir défini la fréquence, si on l'avait défini non pas en hertz, mais en radians par seconde, eh ben, on ne serait pas emmerdé. On se ferait moins de nœuds dans la tête. On s'en ferait peut-être pour d'autres choses. Mais voilà. Quelle est l'intensité crête d'un signal de puissance 40 watts passant dans un coaxial d'impédance 50 ohms? Donc là, j'ai un coaxial qui a été dessiné plus ou moins bien, qui fait 50 ohms.
la puissance qui passe dedans, c'est 40 watts. Et là, je demande l'intensité crête. L'intensité, donc là, il va falloir que je trouve une formule qui me permette de calculer l'intensité si j'ai, en connaissant la puissance et la résistance. Et donc ça c'est donc j'ai P égale RI2 et donc I est égal à racine carrée de P divisé par R. Alors calculette. Alors, racine carrée de j'ouvre ma parenthèse, P, donc 40 watts, divisé par R, 50 ohms, je ferme ma parenthèse, donc ça me fait 894 10 puissance moins 3, et ça, puisque je demande l'intensité crête, il faut que je multiplie ça par 1,414. Puisque ça, c'est de l'efficace. Ça, c'est ma loi d'Ohm. Pourquoi 414? Parce que là, ce que j'ai calculé, c'est une tension efficace. J'utilise ma loi d'Ohm. Si j'utilise ma loi d'Ohm, je suis en efficace. Et pour obtenir ma tension crête, eh bien, il faut que je multiplie par 1,414, par racine de 2. Donc, Answer, Answer, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça va pas. On recommence. Ah, il est où? Ah ben du coup je l'ai perdu. Bon, on recommence. Racine carrée de, j'ouvre ma parenthèse, 40 divisé par 50, je ferme ma parenthèse, merde, 50, je ferme ma parenthèse, et ça, je le multiplie, alors comment j'y vais? Je le multiplie par 1,414. Là, c'est très important. Ici, il y a le trait ici de la racine carrée. Il faut faire attention que le trait ici ne se continue pas, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Et là, j'ai utilisé la touche ici pour avancer, pour me dégager ici du trait de la racine carrée. Et donc là, ça me fait 1,26 ampères. Alors on va voir si 1,26 ampères existe dans mes réponses. 1,27. Bon. Ouais, c'est 1,26 472, ouais, 1,27. 1,27. Comment s'appelle cette modulation? Donc ça, on voit que ce qui bouge là, c'est l'écart que j'ai ici entre mes différentes sinusoïdes. Ce qui veut dire que ça, c'est ma fréquence ou ma phase qui bouge. Mon amplitude, elle reste identique. Elle a le même niveau de puissance partout. Donc ça, elle est bien identique. Et là, j'ai bien une représentation en fonction du temps, puisque ici, j'ai bien l'axe temps. Donc c'est bien une modulation. Alors, ça peut être fréquence ou phase. Et là, en l'occurrence, c'est phase, mais ça aurait pu très bien être fréquence. Enfin, ça, il ne peut pas y avoir et phase et fréquence dans les réponses.
c'est l'un ou l'autre. Et là, comme ça, visuellement, c'est impossible à faire la différence entre les deux. Ah bah voilà, encore une autre. Alors ça, elle est strictement identique. Quel type de modulation est représentée? Et bien là, ici, c'est de la FM. Voilà, tout à l'heure c'était phase, là maintenant c'est fréquence. Et vous remarquez que ça c'est un 21, donc ça c'est de mon cru, et celle d'avant, ah bah oui, elle est de mon cru aussi. Bon. Le code des couleurs, que tout le monde aime bien, parce que c'est facile. Alors le orange, donc, alors je rappelle le code couleur. Vous comptez sur les doigts, mais vous commencez pas par donc la phrase c'est ne mangez rien ou je vous battrai violemment grand bêta, ou grand boa comme vous voulez. Et vous comptez sur vos doigts les différents mots, mots-clés. Et évidemment, le N pour le noir, vous ne le comptez pas puisque c'est 0. Donc il faut commencer à compter sur les doigts à partir du M, du marron. Donc ne mangez rien ou, donc c'est le ou, le O de orange. Donc c'est le 3. Donc je vous battrai. Donc ça c'est le bleu, c'est 6. Et donc 3, 6, 6, ça me donne 36 mégas. Et non pas 366 ohms, évidemment. Voilà, 36 mégas. Et la bague or ne sert strictement à rien. Enfin, si ce n'est à donner la tolérance de la résistance. Généralement, c'est 5% souvent. Voilà, mais on s'en fout. Oui, pour la réponse. Pour la réponse. Encore un code couleur de résistance. Donc le bleu, on vient de voir que c'est 6. Donc je recommence. Ne mangez rien ou. Donc rien. Donc c'est le R. Donc c'est 2. Donc 6, 2. Ou je vous battrai. 5. Ou je vous. Donc vous, c'est 5. Puisque violemment, c'est le violet qui est plus loin. C'est toujours ça mon le V. Le V parce qu'on a 2 V. Et ben voilà, c'est pour ça que je dis violemment. Ah. Parce que c'est là que chez moi, enfin, moi c'est pas cela que chez moi. Et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. Nommez-moi roi, ou je vous coupe votre ronde barbe. Ben voilà, et ben ça marche pas du coup. Alors, je sais toujours parce que ben ouais. le violet, je le laisse toujours en dernière, mais. Voilà. Donc ici, 6, 2, 5. Alors, donc ça me fait 6, 2 et 5, 0. Ben, ça me semble 6,2 mégas. Puisque 620, il y aurait 3 zéros derrière. Et c'est pas bon du coup. Quelle est la quantité d'électricité débitée? Donc là, j'ai une intensité pendant 1 heure. Donc c'est ma quantité d'électricité, c'est pas ma quantité d'énergie. Quantité d'énergie, ça serait de la puissance. Donc puissance, c'est intensité et résistance qui donne la puissance. Là, la valeur de la résistance, elle ne sert à rien, puisque c'est de l'électricité. Donc c'est compter le nombre d'électrons, pour faire simple. Et compter le nombre d'électrons, bah,
combien j'ai d'électrons qui sont passés si mon courant fait 10 milliampères et que la durée est d'une heure. Donc c'est 10 milliampères multiplié par 3600, puisque 1 milliampère, enfin les ampères, ce sont des... Enfin, 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Donc là, ça me fait donc 3600 divisé par 100, et donc ça me fait 36 coulombs. Hein, puisque là, 10 milliampères, c'est 1 centième d'ampère. Donc c'est 3600 divisé par 100. Ou 3600 multiplié par 0,01. Ça revient au même. Donc là, c'est 36 coulombs. Que mesure-t-on avec cet appareil de mesure? Alors, c'est pas indiqué clairement, on me dit que mesure-t-on. Donc ici, j'ai une résistance, un appareil de mesure avec ici une flèche que je suppose être de l'intensité. Voilà, mais si j'ai une flèche comme ça sur le circuit, c'est que je mesure ici de l'intensité. Et voilà, donc mon appareil de mesure ici va mesurer de l'intensité. C'est pas une question super claire, mais voilà. Et je l'ai déjà rencontré plusieurs fois et à chaque fois on me décrit la même chose. Donc je pense que... Parce que dans ce cas-là, tu ne pouvais pas mesurer la tension aussi. Ben oui, mais si je mesure une tension, j'ai besoin... Pas la résistance parce qu'il n'y a pas de flèche, mais... Ben, j'aurais pu aussi mesurer une puissance, pourquoi pas, puisque j'ai l'intensité et j'ai aussi une résistance. Oui, qui tire derrière, oui, donc... Voilà, mais voilà, ça c'est une question un peu tirée par les cheveux. Hein. Et la réponse attendue ici est l'intensité. Que se passe-t-il si on diminue de moitié le nombre de spires d'une bobine? Alors, la valeur de la bobine est divisée par 2. La valeur de la bobine est quadruplée. La valeur de la bobine est doublée. La valeur de la bobine est divisée par 4. Et bien si on diminue, si on diminue de moitié le nombre de spires, la valeur de la bobine est divisée par 4. Puisque dans la valeur de la bobine, c'est le facteur de forme, donc qui peut être n'importe quoi, multiplié par le nombre de spires au carré, multiplié par le diamètre de la bobine au carré. Donc si j'ai 2 fois moins de spires, ben, j'aurai 4 fois moins de bobines. Alors c'est qui est faux, parce que si une bobine, je réduis de moitié le nombre de spires, a priori elle va être plus courte. Donc sa forme va avoir changé. Et si on une parle bobine pas du diamètre de fil, là, non, de la Ah bobine. non, là je parlais... On ne mélange pas ça, il n'a rien à voir, parce que... Ben, je peux aussi, pour conserver sa même longueur, ouais, l'étirer, mais dans ce cas-là, je vais avoir des trous. Enfin, entre chaque spire, je vais avoir du vide. Et donc la forme aussi va plus être la même. Donc voilà, c'est pas aussi évident que ça. Enfin, la réponse ici attendue est divisée par 4. Avec je suis d'accord, c'est pas exactement ça. Enfin, en tout cas, ça ne sera pas divisé par 2. Ça, c'est certain, ça sera plus. Et ça ne sera pas divisé par 4, ça sera un tout petit peu moins. Quelle est l'impédance équivalente? Quelle est l'inductance équivalente?
Alors là, il y a intérêt à se manier parce que là, il ne me reste plus que 43 secondes. Mais on est bon là. Parce qu'on a nos 20 questions. Donc ce sont deux bobines, comme elles sont en série, et en supposant qu'elles ne sont pas couplées, eh bien les valeurs s'additionnent. Donc 25 micro-henri. On passe à la suivante. Eh bien on peut pas. Puisque je suis arrivé à la fin. Donc là, maintenant, je clique ici sur la validation. Ou sinon, j'aurais eu attendu. Oui. Alors, j'ai deux questions sans réponse. Et partout, j'ai bon. Voilà. Donc déjà, ça c'est positif. On va voir les deux questions sans réponse. Et laquelle c'était celle-là. Ah bah alors là, on l'a loupé celle-là. J'ai dû cliquer un peu rapidement, si bien qu'elle est passée. À la sortie d'un mélangeur, on trouve deux fréquences, 10 et 18 mégas. Quelles sont les fréquences d'entrée? Alors ça, c'est un truc... c'est-à-dire qu'à partir des fréquences de sortie d'un mélangeur, il faut calculer la fréquence d'entrée. Alors, donc j'ai 10 et 18. Donc il faut que je fasse 10 plus 18, ça me fait 28. Divisé par 2, ça me fait 14. Et la deuxième fréquence, c'est donc 18 moins 14 qui me fait 4. Voilà. 14 et 4, c'est celle-là. Donc c'est... alors il y a soit par tâtonnement, on y arrive, mais enfin bon, c'est un peu compliqué. Ou alors cette méthode qui est expliquée dans le cours. Alors si vous voulez voir le cours, c'est là l'intérêt de la chose, c'est que vous cliquez ici sur cours et vous allez voir, le cours va s'ouvrir. Alors c'est pas super... Ah bah si. Alors ça pédale un petit peu. Et voici. Je dois être arrivé au bon endroit. Voilà, donc ça arrive ici sur le cours sur les mélangeurs. Et plus précisément ici, voilà. Fmax égale F1 à 1, non, et dans l'autre sens. Dans l'autre sens, là ou pas, je ne vois pas. Bon, ben, je sais pas où je l'ai mis ce truc là. J'avais mis les... Ah bah si, voilà, c'est ça, c'est dans le point B ici. Et là, ça va chercher quoi, là? Ah, on sait pas. Bon, alors je reviens en arrière. Hop. Donc vous voyez, ça m'a téléchargé le cours, là, quand même, hein, en version HTML, donc voilà, c'est assez gourmand en termes de connexion, enfin de données à récupérer. Donc ça c'est le premier, on revient en arrière. Et le deuxième, alors là c'était le truc... Alors la conclusion quand même, cette question nécessite l'utilisation de 3 formules et est très longue à calculer. Néanmoins, tout ce qui est demandé à l'examen est au programme et les 3 points ne rapportent
Les 3 points que rapporte cette question valent beaucoup plus, oui, ça c'est certain. Donc, première étape, calculer de la fréquence de résonance du circuit. Donc, à part la fréquence de résonance, c'est donc la formule de Thomson, et c'est, alors soit ici 159 divisé par L multiplié par C, ou 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Et donc, on arrive ici à 3975 kg que l'on va arrondir à 4 mégas ou 400 kHz. Première étape, calculer la fréquence de résonance. Deuxième étape, calcul du facteur Q. Le facteur Q, c'est donc le facteur de qualité du circuit, et c'est racine carrée de L divisé par C, le tout divisé par R. Et donc, si bien qu'on arrive à un Q de 20. Donc, Q, c'est la qualité de ce circuit. Alors, ça, c'est le coup de chance extraordinaire, c'est que le facteur Q est égal à la valeur de la résistance. Mais là, c'est le coup de bol. Hein. Généralement, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est un cas particulier. Là. Et enfin, troisième étape, il faut diviser donc la fréquence de résonance divisée par Q. Si bien qu'on arrive à 200 kHz, puisque la bande passante à moins 3 dB, c'est la fréquence de résonance divisée par le facteur Q. Plus le facteur Q est important, plus la bande passante a... Bon, là, le téléphone s'est arrêté. Plus le Q est important, plus la bande passante est étroite. Enfin, le Q, donc, c'est la qualité du circuit. Voilà, donc ça, c'était la version Android. Moi, je passerai. Hein? Moi, je passe. Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'on est passé. Ça, c'est une des questions les plus tordues. Hein. Bon, alors, vu que c'est une 0 point... Enfin bon, voilà. Ouais, tu peux, à la limite... Voilà, celle-là, on dit hop... C'est pas comme avant, moi... Ouais. Voilà, donc on a mis 29 minutes et 55 secondes. Bon. Voilà. Et évidemment, ça, c'est enregistré dans le logiciel. D'ailleurs, je ne sais même plus où on les voit. Je ne sais même plus où on voit les résultats. Donc ça, c'est les vidéos. Parce que je sais que c'est mis en mémoire quelque part, mais alors où? Bon, peu importe. Voilà, on va passer à la version web du logiciel. Donc je vais passer. Alors, Firefox. Je lance d'abord Firefox avant que ça se plante. Examen web. Hop. Alors, hop, Firefox. Alors, voilà. Hop. Alors, ça charge, c'est normal, ça met un peu de temps. Donc, alors là, c'est parce que j'ai un gros écran, un grand écran, mais si vous réduisez ici l'écran, vous allez voir que vous retrouvez un petit peu la même forme que la version Android. Hein, donc,
c'est adaptatif en fonction de ce que vous avez comme matériel. Donc si vous avez une tablette, ça risque d'être en hauteur. Ici donc vous pouvez choisir les thèmes. Moi ce que je vais garder, ce ne sont que la technique. Donc voilà, j'ai cliqué sur technique, comme ça j'ai tout. Je n'affiche pas les réponses, ni les commentaires, ni questions suivantes automatiques. J'active le compte à rebours et je suis 30 minutes puisque je suis en partie technique. Voilà. Et je peux maintenant commencer. Donc il y a deux boutons commencer, ici et ici. Autre possibilité aussi, c'est ce que l'on va faire maintenant. Ici, donc ce sont des questions par thème. Vous avez ici un choix de série. Donc ça, ce sont des séries qui sont prédéfinies. Donc là, en tout, il y en a 198 quand même. Donc ça commence par les séries de législation. Et ensuite, on a les séries de technique. On va faire par exemple la série numéro 5. Et donc là, c'est une... Enfin, c'est pas un tirage au hasard, c'est une série qui est déjà prédéfinie. Donc si vous faites la série numéro 5 de votre côté, vous allez avoir les mêmes questions que ce que j'ai ici. Donc ça va vous permettre notamment de réviser en groupe, puisque chacun aura le même questionnaire. Et donc l'idée c'est chacun fait son questionnaire de son côté et après les corrections sont faites en groupe pour les points qui posent problème. Donc voilà, on fait la série technique numéro 5, pourquoi pas, j'aurais pu en choisir une autre. Et je commence. Ah bah ça commence bien. La valeur du ROS. Donc ici j'ai une puissance de 4 watts émise, 1 watt réfléchi. Donc voilà, j'ai un taux de réflexion du coup de 0,5 puisque je ne prends que la racine carrée du rapport de mes puissances, donc 0,5, et le ROS de 0,5, ça correspond à 3 sur 1, puisque un ROS de 0,5, ça me fait donc 1 plus 0,5 divisé par 1 moins 0,5. 1 plus 0,5, ça me fait 1,5, divisé par 1 moins 0,5, donc divisé par 0,5, ça me fait donc 3. Donc le ROS, c'est 3 sur 1. Ça, c'est un truc, si on ne le sait pas, c'est pas la peine. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui nécessite 2 calculs consécutifs. Donc à la limite, il vaut mieux laisser passer ces questions-là. Vous allez voir ici, vous allez avoir les questions auxquelles vous avez répondu, qui s'affichent avec une petite coche. Question numéro 2, la valeur ici de R2. Ici j'ai 103 volts, 47 volts, 47 kOhms, 56 volts. Donc là, si je résume, ici j'ai 103 volts, ici 56 volts, donc ici j'ai automatiquement 47 volts. 47 volts c'est quoi? C'est 103 moins 56 égale 47. Donc mon courant ici est de 1 milliampère. Et si j'ai 1 milliampère, ici je vais avoir 56 kOhms. Mais ici, ma tension est proportionnelle à la valeur de ma résistance. Donc si ici j'ai 47 volts pour 47 kOhms, ici, pour 56 volts, j'aurai 56 kOhms. Donc sans faire le calcul, le vaut mieux. Voilà, sans faire de calcul. Comme celui-là qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Question numéro 3. Ce circuit ne peut fonctionner que pendant 1 heure. Quelle est la capacité de la pile? Alors là,
capacité de la pile, donc c'est une capacité, ça se calcule en coulombs. Donc il faut que je calcule l'intensité. Quelle est l'intensité qui passe dans ma pile? Donc I est égal à U sur R. Donc 1 volt 5 divisé par 50. Alors, je vais reprendre mon téléphone. Alors là, désolé, je vais pas pouvoir. Ah bah c'est quoi que je vais pouvoir passer là, de l'un à l'autre. Hop là, si je reviens là. Yes. Alors, donc on a dit que c'était 1 volt 5 et 50 ohms. Alors, I est égal à U sur R. 1.5 divisé par 50. Oh là, j'efface tout. 1.5 divisé par 50. Donc ça me fait 24 10 puissance moins 3. Mais maintenant je multiplie par 3600 puisque ça marche pendant 1 heure. Donc 3600 secondes. Et donc 86,4 coulombs. Est-ce que j'ai ça dans mes réponses? Alors je vais revenir là-dessus. Ici, je reviens là-dessus. Est-ce que j'ai 86, on a calculé 86 coulombs. Eh ben ouais, et là je l'ai pas. Qu'est-ce Noir, que j'ai merdé? Quelle est la capacité de la pile? Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah oui, j'ai pris 1,2. Au lieu de taper 1,5, j'ai tapé 1,2. Donc c'est sûr que ça va pas aller. Allez, hop. Delete. Si je mets 1,5, ça me fait 108. Et 108, c'est une des réponses. Ça marche. Alors, est-ce que je suis toujours bon là? Yes. Que représente ce synoptique? Alors, ce synoptique, j'ai deux fréquences intermédiaires là. Alors j'ai une fréquence intermédiaire qui s'appelle VFO, enfin, j'ai deux FI là. Donc c'est un récepteur, déjà c'est un récepteur puisque j'ai un haut-parleur, c'est pas un émetteur donc. C'est pas un récepteur AM simple, ce n'est pas conversion directe puisque j'ai des fréquences intermédiaires, mais par contre j'ai un double changement de fréquence. J'ai deux fréquences intermédiaires, donc je change deux fois la fréquence. Une fois là, une fois là. Quelle est l'intensité dans la résistance R? Alors, il va falloir que je calcule ici la tension au secondaire. Ici, 1000 spires au primaire, 100 spires au secondaire, donc j'en ai 10 fois moins au secondaire. Donc je vais avoir une tension 10 fois plus petite, donc 22 volts. Et l'intensité, I est égal à U sur R. U, 22 divisé par 220, ça me fait 100 mA. Ou 0,1 ampère. Ok? On continue. Ah, maintenant, que mesure-t-on? Et là, j'ai un instrument de mesure qui est ici. Là, maintenant, je mesurais une tension. Alors, je pourrais aussi mesurer une résistance, mais oui, bah peut-être, mais ça ne fait pas partie. Oui, mais il n'y en a pas de résistance. Voilà, j'ai pas ici de la réponse résistance. Donc la seule solution, c'est la tension.
énergie, je vois pas trop ce que je peux mesurer. Et courant, enfin courant intensité, c'est pareil. Et moi, courant et intensité, quoique des fois le courant, ça peut être aussi une tension. Courant, ça veut rien dire, en fait. Non. C'est pas suffisamment précis. Un courant, c'est à la fois de la tension et de l'intensité. On dit en général courant. Voilà, c'est le mot général. Et après, on caractérise le courant par de la tension ou de l'intensité. Enfin, ou et de l'intensité. Oh là, celui-là, encore un truc tordu. Alors, il faut calculer la résistance R1. Alors, j'ai 30 milliampères. On va essayer de calculer ici l'intensité qui passe ici, dans cette résistance-là. Ce qui va nous permettre de calculer l'intensité qui passe dans la résistance R1. Ah, mais on a deux. Peu importe. Ici, j'ai 24 volts et 1 volt et 1 kg 2. Si je fais 24, c'est 24, merde, 24 divisé par 1200. 24 divisé par 1200. Exé, ça me fait 20 milliampères. 20 milliampères, donc automatiquement dans R1 c'est 10 milliampères puisque c'est 30 milliampères qui passent en tout. Ouais. Hein? Et puis maintenant j'ai mon intensité, j'ai ma tension. Donc R est égal à U sur I, U 24 volts divisé par I 20 milliampères. 24 divisé par Ampère, et ça me donne donc 1,2 kOhm. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, R est égal à U sur I. Qu'est-ce qui merde? C'est pas normal que je trouve la même valeur. Pourquoi ça merdoit? Pourquoi ça? Intuitivement, je dirais que si j'ai 20 milliampères qui passent là et 10 milliampères qui passent là, cette résistance, elle est 2 fois plus petite. Ah, calculer I de R1, excuse-moi. Hop, je calculais R1 là. Et ce que je veux calculer, c'est l'intensité de R1. Donc c'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout de calculer ici la valeur de mais ça n'empêche que je comprends pas pourquoi il m'annonce 1,2 kOhm. Ah oui, j'ai divisé par Ampère. Il aurait fallu que je divise par 10 milliampères, puisque c'est 10 milliampères qui passaient dedans. Oui, j'ai mal réfléchi. Hop. La capacité d'un condensateur est fonction de quoi? De la tension, de la fréquence, de l'épaisseur du diélectrique ou de l'espace, de l'espacement des armatures. Alors la tension n'a rien à voir avec la capacité du condensateur. Ça va avoir avec la quantité d'électricité qui est dans le condensateur. La fréquence va avoir une incidence sur l'impédance du condensateur, mais pas sur la capacité. En revanche, on va avoir la capacité qui est fonction de l'épaisseur du diélectrique ou de l'espacement des armatures, ce qui est la même chose. L'espacement des armatures, ce sont l'espacement des deux plaques du condensateur, et l'épaisseur du diélectrique, ben c'est ce qu'il y a entre les deux plaques. Donc,
de parler de l'épaisseur des plaques ou de l'espacement des armatures, c'est la même chose. Nous, on a considéré toujours l'espacement des Peut-être. armatures et pas l'épaisseur. On n'a Mais jamais fait attention à l'épaisseur. Ben, c'est Parce qu'en fait, c'est pour éviter des séquentiels, en fait, enfin, quand on a une grosse puissance qui tire derrière, il nous faut de l'espace, de l'espacement. Mais on n'a jamais calculé. l'épaisseur du diélectrique. Ouais, Mais ça revient au même. Comme tu vois, mon condensateur, il est là Ouais, dans, ouais. dans la boîte. Donc c'est 3 et 4. De toute façon, 4 uniquement, il n'y est pas. Ouais, déjà ça, oui. Ça, ouais. Donc c'est 3 et 4. Ah, là revoilà. Tension de seuil d'une diode germanium. On l'a déjà vu. 0,3. Allez, hop. Question facile. Maintenant c'est bon. Quelle est la longueur d'onde d'une fréquence de 20,98 MHz? C'est à peu près 15 mètres, quoi. Le 21 mégas, c'est 14,3, ouais. 14,3. Ouais, Parce que les autres, c'est rien à voir. Enfin, 70 mètres, 7 mètres, 143 cm. parce que c'est 20,98, on va dire, Ouais, pratiquement ouais. 21. 21 mégas. Quelle est l'impédance de la bobine? Alors, on va le faire à la calculette. Alors, donc là, la formule, c'est 6,28 multiplié par la fréquence, multiplié par la valeur de la bobine. Donc, 6,28 fois 3 10 puissance moins 6 multiplié par 4 10 puissance 6. Et ça me fait 75. Donc 75 ohms. Valeur de la résistance. Alors, mon petit code couleur là. Alors, ne mangez rien ou je vous battrai violemment. Donc 7 pour violet, 5 pour le vert, noir 0. Donc 0, ça veut dire que je n'ai pas de 0 à la suite. 570. 570. Hein? Attends, violet. 7, 5. 7, 5 et 0. Et bien voilà, et on revient toujours le violet avec le vert. Voilà. Ah, bah ça, avec ta technique, à chaque fois tu te fais avoir, toi. Toujours sur la vie, oui. Ouais. Mais voilà. Bon. Non, heureusement qu'en fait, moi, dans mes résistances de violet. Tu en as très peu. Mais je pense que je n'en ai jamais vu. Je pense. Donc, relevez l'affirmation vraie. Le taux de réjection de la fréquence image dépend de la sélectivité de l'ampli RF. Un bon rapport signal à bruit implique automatiquement une bonne fidélité dans le récepteur. Une bonne stabilité n'est possible que dans le cas d'un signal modulé utilisant une large bande passante. Une mauvaise sensibilité implique automatiquement une mauvaise sélectivité. Donc les deux derniers là, c'est pas bon. Et alors là maintenant, c'est un bon signal bruit implique automatiquement une bonne fidélité dans le récepteur. Moi je dirais que c'est plutôt le premier, mais ouais. Moi ces réponses-là, en fait, je ne comprends même pas ça. Ben oui, non, mais c'est pour ça que c'est le genre de truc. Je sais pratiquement presque pas ce que ça veut dire un bon rapport signal. Voilà, mais ça, fait partie, ça, des remontées d'examen. Alors, est-ce que c'est exactement cette phrase qui a été utilisée? C'est une
Très grande question. Quelle est la fréquence d'un signal dont la période dure 50 microsecondes? Alors je vais le faire à la calculette quand même ce truc là parce que donc 50 microsecondes. Alors 50 microsecondes, donc c'est 1 divisé par 50 10 puissance moins 6. Et donc la fréquence c'est... Alors, hop, il est où ce truc là? Tac, tac. La fréquence est donc 20 10 puissance 3, donc 20 kHz. Alors, je suis où maintenant? 20 kHz. Alors, désolé, 20 kHz. Ah bah j'ai pas 20 kHz, ouais, mais j'ai 20 000 Hz. Ouais, ça va 1000 Hz. C'est bien. Comment s'appelle l'étage marqué point d'interrogation? Donc ici. Ça, c'est le premier ampli RF. Donc ça me va bien. C'est pas le démodulateur, puisque le démodulateur ici est un discriminateur. C'est pas un oscillateur de battement de fréquence qui serait aussi dans ce coin-là. Et c'est pas une détection qui serait aussi à la place de discriminateur. Donc ça ne peut être ici que ampli RF. Alors il reste 10 minutes. Bon, ça va pour 5 questions. On devrait s'en sortir. Alors, une orange, noir, orange. Alors, orange 3, noir 0, orange 3 0 qui suivent. Donc c'est 30 kilo ohms. En fait, c'est le piège, là, 303. Ouais. Voilà, les 303, c'est le piège. Ouais. Fréquence supérieure d'une octave à 1000 Hz. Donc, une octave, c'est, je multiplie la fréquence par 2. Enfin, c'est la différence entre la note du Do et le Do supérieur. Donc, à chaque fois, vous regardez sur le manche de la guitare, vous pincez votre corde à la moitié de la corde. Si vous voulez augmenter d'une octave. Donc 2000 Hz, le voilà. Calculer le courant de base IB. Donc ici j'ai 1,5 mA sur le collecteur, bêta égale 150. Donc mon courant de base, c'est le courant collecteur divisé par 150. Donc ça me fait pas grand chose, donc 0,01 mA ou 10 microampères. D'accord? Oh, alors là, celle-là aussi, on va la laisser. Ça fait partie, ça, des formules compliquées que je vous propose de ne pas apprendre. Voilà. Donc l'impédance à la résonance, on verra voir au moment de la correction la formule à appliquer. C'était la 20e? Non, c'est pas la 20e. Pourquoi il n'y a pas de... Ah. Mais il veut pas. Pourquoi il n'y a que 19 questions? Il m'en manque une. Parce que ma réponse est sur 19. Ouais, parce que j'ai... Ah bah oui, parce que j'ai 19 parce que t'en as passé une.
Ben Donc ouais, là, mais c'est elle la est où? 19e. Alors elle est où? J'en ai passé une. Ouais, parce que tu as répondu déjà à 18 sur 19. Ah ben je sais pas ce que j'ai foutu là. Donc si tu passes celui-là, c'est... Bon, ben, on va terminer puis on va voir lesquels on a loupé. Donc là il nous reste 6 minutes, on était un peu plus rapide que tout à l'heure. Ah, je suis parvenu là. Je ne suis pas revenu sur mes questions. Alors c'était quoi que j'en étais? C'était celle-là. Celle-là. Ça devait être celle-là. Donc ici, ça c'était mon ampli RF. Mes 30 kilo ohms. Mon octave supérieure, le courant de base et la dernière ici, l'impédance à la résonance. Hop, je termine. Alors, je suis bon là. Yes. Arrêtez. Vous êtes sûr? Oui. Voilà. Donc j'ai une réponse incorrecte et une sans réponse. Allez, j'en ai 19 là. Bah, pourquoi que j'en ai que 19? Ça a dû merder. Alors, ici, alors 2 kHz, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, parce que là j'ai tapé 50 microsecondes et c'était 500 microsecondes. Donc effectivement, c'est faux. Là, tu as mis 20 000 kHz. Ouais, mais j'avais mis 20 000 Hz. Et j'avais tapé 50 10 puissance moins 6 au lieu de 500 10 puissance moins 6. Donc effectivement, c'est pas bon. Donc là, j'aurais pu, si je voulais, j'enregistre la question au cas où je veuille revenir dessus après. Voilà, donc elle est enregistrée dans la base de données. Et ce qui m'importe, moi aussi, c'est cette dernière-là. Et là, la formule, mais ça, il faut alors l'apprendre, je sais pas. Je vous conseille pas parce que ça va vous en mettre plein la tête. Voilà, s'il y a deux impasses, c'est pas une catastrophe. Donc là, l'impédance à la résonance, c'est racine carrée de L divisé par C, le tout multiplié par Q. Voilà. Et donc ça fait une impédance de 18 750 ohms. Si vous voulez, vous pouvez aussi, encore une fois, enregistrer la question pour venir dessus et travailler dessus. Et cliquer aussi sur cours, qui va vous permettre, comme tout à l'heure, d'avoir accès au cours, au format HTML. Donc, encore une fois, c'est téléchargé sur Internet. Je ne veux pas cliquer dessus parce que j'ai pas envie de flinguer mon forfait. Mais voilà, ça va marcher exactement de la même manière et vous allez y accéder de la même manière. Vous voyez, alors ce n'est pas peut-être pas indiqué ici à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, parce que comme c'est un pop-up, je ne sais pas trop comment ça marche ce truc-là. Est-ce que ça le passe? Oui, apparemment. Donc ici vous avez le lien qui se trouve en bas à gauche de l'écran pour savoir où ça va aller. Et donc là, s'il y a marqué T046B, ça va chercher en technique le chapitre 4, enfin le paragraphe 4.6 et le point B
de ce paragraphe 4.6. Voilà. On en arrive donc à la fin de alors les petites choses à savoir comment, enfin, comment ça fonctionne. Donc l'historique ici, vous avez les questions, les différentes réponses que vous avez faites, voilà, avec selon les thèmes. Donc voilà, les thèmes où vous êtes bon ou les thèmes où vous n'êtes pas bon. Voilà. Ça, la réponse correcte, les rouges c'est les incorrects et les bleus sans réponse. Donc on n'a pas été bon sur le code des couleurs, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Incorrect, rouge, pourquoi Voilà. rouge? Et là vous avez toutes les sessions qu'on a fait depuis un certain temps quand même. Voilà. Et si vous cliquez dessus, vous avez le détail. C'est l'examen qu'on vient de faire là. Et l'examen qu'on a fait il y a le 7 juillet, voilà, par exemple, etc., etc. Les questions enregistrées, ce sont celles où vous avez chuté. Donc voilà, toutes celles qu'on a déjà. Alors elles sont par ordre dans lequel vous les avez cochées. Donc ça c'est les dernières, je suppose. Je ne sais plus. Pourquoi? Alors par contre, je ne sais pas quand est-ce que ça a été. Il n'y a pas la date. Voilà, donc il y a toutes les questions ici qui ont été sélectionnées. Questions enregistrées. Et la liste des questions, ça c'est la base de données. Donc la base de données, là vous avez toutes les questions qui sont de la base de données. Donc là, vous les avez toutes et puis à un endroit, vous pouvez voilà, sélectionner si vous voulez, par exemple, les 100 questions. Et donc vous avez les 100 questions là qui sont toutes... si vous voulez revoir toute la base de données. Voilà. Et puis ici, quelques liens qui peuvent être intéressants. Vous pouvez aussi rechercher des questions par mots-clés. En mots-clés, ce sont généralement les mots qu'il y a ici. Voilà. On revient à l'accueil. Et il n'y a rien en bas qui permet d'intéressant, j'entends. Voilà, je reviens sur mon PDF. Alors, il est là. Il est là. Alors, on n'a pas fait la version Windows, mais évidemment, avec la version Windows, il faut corriger le calcul. Et les questions qui rapportaient un point négatif, et ben, c'est supprimer ce point négatif et ramener la valeur à une valeur sur 20 qui permet comme ça d'avoir le score avec la nouvelle méthode de calcul des points. Et encore une fois, si tu vas par réponse, ouais, on a dit que c'est pour les 13 bonnes réponses. Oui, mais on ne change pas ça. Justement. Enfin, au lieu de se baser sur les points, tu peux te baser sur les réponses. Voilà, sur les réponses, voilà. Et donc, si c'est bleu, voilà, tu ne comptes que les bleus, tu ne comptes pas les rouges ou les verts. Voilà. Voilà, en espérant que ça vous permette de réaliser votre rêve et de rejoindre notre grande communauté. À très bientôt sur l'air et à la rentrée où on aura, je pense, une nouvelle version des cours. On commence à travailler dessus, donc on va voir où on en est et on vous tiendra au courant. Encore une fois, bon week-end à tous et à bientôt sur l'air. Bye bye.